Culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'Instant Culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Toualbi. Qui vous a accompagné dimanche, lundi et mardi de 14h à 15h. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout le long de l'année. Merci pour votre fidélité. Alors que nous réserve l'émission du jour, mardi 17 juin 2025, eh bien nous recevons le professeur Idel Amara, professeur à l'Institut d'archéologie d'Alger 2. Il va nous parler de bonnes choses parce qu'il revient du terrain. Voilà, il fait beaucoup de recherches et nous avons aussi le plaisir de recevoir les belles jeunes filles, les belles dames Anna Bouzdira et Inès Issiachem pour nous parler de leur événement qui se prépare. Ça sera jeudi, elle vous en dira un peu plus sur Fen et Vision. Voilà, vous le savez, à partir de dimanche 22 juin, Radio Alger Chaîne 3 se met aux couleurs d'été, donc la grille d'été. Les programmes vont être modifiés, changés. Nous, on aura le plaisir avec Mohamed Toualbi de vous retrouver le jeudi et le vendredi de 11h à midi. Voilà, on démarre cette dernière émission, on va dire, de la saison en votre compagnie. Vous pouvez réagir sur la page Facebook. Évidemment, toute une équipe à votre service. Mohamed Toualbi qui est à la réalisation. Et puis nous avons Yessine qui est au streaming vidéo. Donc l'émission, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Oui, totalement. Donc Inès Issiachem, vous l'écoutez souvent? Oui, ça m'est arrivé énormément, surtout quand elle est sortie. Ouais, beaucoup. Les premiers. Et pour vous, Anna Bouzdira, vous adorez, j'imagine. Mettez-vous face au micro. Merci. Je pense que c'est important pour que des artistes parlent des causes importantes qui se passent actuellement et des conflits qui se passent. Et c'est bien que ça soit des Algériens qui fassent ça. Bien sûr. Ça fait plaisir et c'est important. Ouais, mais comment vous vivez cette situation? Cette guerre, toute cette situation qui nous... Est-ce que vous prenez de la distance? Vous arrivez à créer Issiachem ou Bouzdira, allez-y. On essaye du mieux qu'on puisse. C'est vrai que c'est très dur à regarder, des images qu'on regarde tous les jours, auxquelles on est confronté tous les jours, et des chiffres aussi qui sont assourdissants. On essaye d'aider du mieux qu'on peut, on essaye de faire des dons comme on peut, encore une fois à notre échelle. Et des activités qui peuvent... c'est ça, des activités. Là, par exemple, je pense à des cartes qu'on va imprimer à notre événement aussi, où c'est des dessins d'artistes algériens du convoi qui allait à Gaza, avec, vous savez, toute l'unité Maghreb, et aussi de la flotilla, qui est un dessin de la flotilla. Donc on essaie un peu de rendre ça accessible, de pouvoir donner ces petits artefacts finalement aux personnes qui vont venir. Et que ça soit visible, voilà, on peut pas vivre en dehors de cette situation. Et pour vous-même, bonjour professeur Idel Amara, merci d'être avec nous en direct. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, que vous inspire cet état du monde et cette situation, vous archéologue qui faites le terrain, qui allez loin, et vous regardez où se passe... Nous vivons une époque, une fin d'époque. Très juste. Le début d'une nouvelle époque. C'est ces moments intermédiaires qui sont les plus difficiles dans l'histoire. Parce qu'on sent qu'on va vers un changement, mais on ne sait pas lequel. On va vers un changement. Les changements ont été initiés par l'homme ancien, pour ne pas dire depuis au moins 5000, 6000, 7000 ans, que les premières sociétés se structurent, se combattent, se poussent, se tribalisent. Et nous sommes le résultat de tout ce changement qui a eu lieu déjà. Je travaille exactement sur ce phénomène de circulation, de mouvement des populations depuis au moins 14-15 000 ans en Afrique du Nord. Il y a beaucoup de travaux. Donc il y avait la route de la soie. La route de la soie, c'est récent. C'est récent, d'où vous allez beaucoup. Nous, c'est très très ancien. Est-ce que ça vous parle, les filles? C'est de la préhistoire, l'archéologie? Je pose la question. Le passé de l'humanité. Le passé de l'homme. Est-ce que vous dira, Anna, au micro, est-ce qu'on peut régler le micro de notre invité? Merci, allez-y. Oui, donc moi ça m'a toujours intéressée. Après, je pense pas que j'en connais au point... oui, non, mais personne, je veux dire nous-mêmes. C'est très intéressant et comme il a dit, pour comprendre où on veut aller, il faut comprendre d'où on vient. Tout à fait. Voilà. Et pour vous, Issiachem, qu'est-ce que ça vous parle? Ça me rappelle quand j'étais petite où j'aimais beaucoup tout ce qui était préhistoire, je regardais beaucoup de documentaires là-dessus, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et depuis tout à l'heure, franchement, je bois vos paroles. Oui, parce que là, elle a soulevé un problème, en fait. Elle pose une question à laquelle je réponds. Il se trouve que j'ai réuni autour de moi, je ne suis pas le centre, tous ensemble, donc j'ai fait appel à des compétences
nationales algériennes, des paléoanthropologues, des biogéochimistes, des préhistoriens, des archéologues, des étudiants, des jeunes, pour réfléchir autour d'une dynamique que j'essaie de mettre en place, parce qu'on vient de créer un laboratoire de recherche tout à fait, vous avez en dit préhistoire et paléo-environnement, c'est une consécration. Donc moi, j'ai pris 7 grottes des monts d'Exour, donc le Beyad. Vous connaissez le Beyad? Non, je ne connais pas, alors dites-moi, à partir le Beyad, de... c'est pas loin d'Ain Safra. Donc vous prenez l'avion, vous allez jusqu'à Tamanrasset? Je pars par route, je passe par Djelfa, et là je suis dans l'Atlas saharien, je suis à Bousmroun, et il y a cette grotte, et puis j'ai une deuxième grotte que je fouille aussi, aux frontières avec le Niger, qui s'appelle Tel Enfeza. C'est 2 grottes qui, pour moi, la question est majeure. Et c'est pour ça que le projet... Ils vont nous apprendre des choses. Que le projet que je porte s'appelle le Sahara et ses marges. C'est-à-dire que ce grand territoire saharien qui est en millions de kilomètres carrés, j'ai 2 éléments qui peuvent m'aider à faire une étude comparative et comprendre comment s'est fait la circulation de ces populations-là, du sud vers le nord, ou du nord vers le sud, etc., d'est en ouest. Et il se trouve que le territoire nord-africain est un territoire qui a toujours été homogène depuis les origines. Quand je dis homogène, c'est que c'est quelqu'un qui a vu venir s'installer une population qui sort de la préhistoire, qui se sapienise. Je vais utiliser un terme un peu... On connaît les homo sapiens. Il y a 315 000 ans, il y a 300 000 ans, l'homo sapiens apparaît en Afrique du Nord. Et c'est à partir de... Est-ce que c'est le père de Lucie? Non, c'est le petit-fils de Lucie. D'accord. Parce que Lucie, on est dans les millions d'années. D'accord. Et là, on est dans les milliers d'années. Donc, cet homme-là qui se sapienise, qui devient ce qu'on appelle l'homme anatomiquement moderne. Au lieu de dire sapiens, on dit âme. L'homme anatomiquement moderne. Ça veut dire nous. Ça veut dire que sur le plan biologique, il est accompli. Il sait différencier les couleurs. D'accord. Il sait sentir carrément, les odeurs, il sait différencier les couleurs. Le goûter, etc. Donc c'est un homme qui sait réfléchir et qui sait manipuler les matériaux. Qui sait fabriquer sa cuisine, faire sa petite tenue, faire le feu. Et surtout réfléchir, inventer sa religion, inventer sa culture, à se différencier par rapport aux autres. Quand je parlais de tribalisme, donc il y a ceux qui commencent à mettre des tatouages, à mettre des peintures, qui ont des body painting, comme on met aussi dans l'anglicisme, voilà. des body painting, ils font de la peinture corporelle, etc. Du tatou, ça s'appelle tout simplement. Des tatous. Tout cela s'installe il y a à peu près 20 000 ans. Eh ben, on reviendra vers vous parce que ça a l'air d'être passionnant. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire juste connaissance avec vous, professeur Amara, et vous reviendrez tout seul, d'ailleurs, pendant l'été pour essayer encore plus de comprendre. Je reviens. J'espère que vous serez là. Alors, les filles, parlez-nous de cet événement Fen Vision que vous lancez d'ailleurs. Alors, il y a combien de retours par rapport à votre page sur Instagram, Facebook, Culture Antique? Vous êtes venu annoncer ici la sortie. Exactement. Oui, depuis, on va dire qu'on touche environ 2 vues sur nos comptes tous, que ce soit Facebook, Instagram. Il y a à peu près 40 000 vues. Après, comme donc abonnés, donc les personnes qui sont abonnées à la page, on est autour de 6 000. Et on a vraiment un soutien qui nous pousse tous les jours parce que on fait ça à côté de nos vies professionnelles respectives. Ça, bravo, bien sûr. Et c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à continuer et qui nous donne tout le temps plus d'envie. Et c'est pour ça que vous vous lancez à créer un événement. Moi, je trouve que c'est quand même courageux de vous lancer. Donc, elles sont toutes jeunes. Elles viennent de lancer. Je suis content. Voilà, professeur Amara, et elle lance un événement. Donc, on peut commencer à expliquer comment l'idée est venue. Allez-y. Donc on a voulu créer un espace de partage donc autour des arts audiovisuels, donc photographie et court-métrage, pour que ça soit plus agréable pour le public. L'idée a commencé de base parce qu'on recevait beaucoup de jeunes, de messages de talents, de photographes, des jeunes créateurs, d'artistes en fait. Et on s'est dit qu'on était prête à se lancer dans l'organisation d'un événement. Et donc l'événement a pour but d'échanger et de partager sur la photographie et du coup le cinéma par les courts-métrages de jeunes Algériens.
Donc, tu peux commencer, voilà, allez-y. Voilà. Voilà, je reviens vers vous. Ina Sissiarem, est-ce que vous pouvez... Donc, vous m'avez dit, ça commence jeudi ? Alors ça commence vendredi, jeudi on a un vernissage et ça commence vendredi et samedi officiellement avec une entrée libre uniquement les vendredis et samedis toute la journée. Donc voilà, donc juste pour information, ce sera ouvert à partir de 10h jusqu'au coup de 20h je pense. Alors ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une exposition de photos. On a lancé un appel à candidature il y a cela 2 mois, je dirais, où on avait appelé aux artistes à proposer leurs œuvres, que ce soit encore une fois la photographie ou le cinéma. Donc on a reçu pas mal de candidatures et vraiment je tiens à remercier toutes les personnes aussi qui ont postulé. Des jeunes inconnus oui, des jeunes qui font du cinéma et de la photo et voilà. Exactement, qui font de la photo pour le plaisir, par passion, qui veulent partager leur art, qui font aussi des courts-métrages. C'est ça, qui font des courts-métrages. On a reçu aussi pas mal juste de la vidéo. Par exemple, on avait reçu une vidéo de Constantine qu'il avait filmé avec un drone. Donc en dehors de la fiction, c'était aussi du tourisme, du documentaire, de plein de genres différents. Donc vous avez sélectionné, j'imagine, parce que vous devez avoir beaucoup. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Très compliqué. Et du coup, on a sélectionné 9 photographes. Je tiens à dire leur nom. Bien sûr, alors, on a Hichem Chibat, on a Wafa Sultan, Nes Hachi, Bilal Hajib, Rachid Ayadi, Rahma Mansour, Youssef Rachdi, Sarah Ben Ammar, Sid Ahmed Belhachmi. D'accord, je tiens à remercier tous les 9 photographes qui seront tous normalement présents à l'événement pour discuter justement de leurs œuvres, de leurs projets, etc. Et ensuite, on a sélectionné aussi 4 courts-métrages. Donc on va avoir La Conspiration des Tortues de Kamer Abbas-Turki, qui est un documentaire qui a été filmé à Annaba et qui parle un peu d'un mythe autour des tortues. Je vous sais pas si on n'en dit pas plus. Voilà, je sais pas si ça pourrait vous attirer là. Les tortues. Oui, pour vous, j'imagine. Ouais, la photo est très belle et franchement, c'est très intéressant. Les 4, on les adore tous. Ensuite, on va avoir Toute la nuit de Faisal Hamoum, où c'est un court-métrage qui a été tourné à Alger, où c'est une femme qui cherche sa fille toute une nuit à Alger. Ensuite, on va avoir Nia de Iman Ayadi, qui a déjà été projeté. Hein, voilà, on connaît c'est ça, qui sera projeté. Et ensuite, on a Ray Raye de Walid Shir, qui sera notre 4e court-métrage. D'accord, donc ça c'est la partie court-métrage photo. C'est ça, on écoute une petite chanson, si vous voulez bien, on revient vers vous pour détailler le programme et puis pour continuer la discussion si passionnante pour aller du côté... vous avez fait aussi un tour il n'y a pas longtemps au Tassili Nadjar, professeur Amara. Tassili Tanahagar. Tanahagar, voilà, vous allez nous dire. C'est au sud. Voilà, en tout cas, moi je comprends pas. Voilà, c'est ce que... Voilà, moi et le réalisateur, on est là dans nos studios, on vous reçoit et vous avez l'étendue du Sahara, ça fait beaucoup de bien. Je connais devant et derrière, la frontière. Bien sûr. Mali, Niger, jusqu'à Golfe de Guinée. Ok, vous avez de la chance, c'est bien. 14h25, l'instant culture. Je l'ai fait en voiture. Oui, pas à pied, non, la Moselle, parce qu'en plus ça tape à les températures. On est ensemble jusqu'à 15h, ne partez pas trop loin. 14h28, évidemment vous aimez, hein, les filles, c'est un programme qui a été dédié pour les belles jeunes filles, on a oublié le professeur Amara, quand même. Non, lui il adore tout ça. Mohamed Oualbi, il faut préparer quelque chose pour notre cher invité. Ah oui, le droit à la jeunesse, là on n'a pas le droit. Alors on continue avec nos invités Ina Sissiarem et Anna Bouzdira, en compagnie aussi du professeur Amara qui nous fait le plaisir de partager avec nous cette émission, l'instant culture. Alors peut-être quels sont, je sais qu'on peut pas un peu de temps comme ça parler de votre travail, professeur Amara, mais quels sont les principaux sites archéologiques en Afrique du Nord qui ont contribué à notre compréhension de la préhistoire et de l'histoire de la région? Ils sont nombreux de plus en plus. L'Algérie, l'Afrique du Nord. Oui. C'est la zone la plus riche au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu une occupation de ce territoire sans coupure depuis 2 400 000. Les sites les plus connus, les mondialement connus, la majorité des sites sont connus mondialement. Il y a Ain Hnesh, le complexe Ain Hnesh, il y en a plusieurs, il y a le Kharba, Ain Bouchrit, etc. Ain Bouchrit qui a été daté de 2004. C'est les dernières découvertes, voilà, professeur. Par le professeur Sahnouni, qui était mon professeur. Que j'ai reçu aussi. Voilà, j'étais son élève, son étudiant. Djilali Hjouis. Que j'ai reçu. Que je salue. Qui était aussi mon professeur et j'étais son étudiant.
Donc, vous êtes une excellente promotion alors, il y a le site de Tirnif, le seul à avoir donné un squelette ancien, très ancien, qui remonte à peu près à près d'1 million d'années. Vous voyez, hein, donc le peuplement est très ancien en Afrique du Nord. Et puis on a toute une série de sites, et le plus important aussi de rang mondial, hein, il est très connu, c'est Bilater. C'est le site de Wajbana qu'une collègue Kahina Roman, professeur Kahina Roman, fouille du côté de Tébessa, et il est très connu. Et toutes les cultures de cette période-là sont appelées atériennes. La culture atérienne. C'est une culture, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, etc., dans toute l'Afrique du Nord, on appelle ça la culture atérienne, par rapport à Bellaat. Oui. Et qu'est-ce que ça va nous apprendre sur nous, professeur Amara? On apprend, le site qui nous apprend directement des choses sur nous, c'est le site d'Afalou Bormel qui se trouve du côté de Béjaïa. C'est toute une série de Taza, etc., de Tamarhat, c'est toute une série de grottes karstiques. Et c'est là qu'on a découvert depuis déjà le siècle dernier des restes osseux, donc des squelettes humains. Et ces squelettes humains, c'est ce qu'on appelle les Meshta Afalou. Et ces Meshta Afalou, c'est ceux qu'on appelle, c'est ceux qui sont responsables de la culture ibéro-mauricienne. Et cet homme-là, on le découvre sur tout le long du littoral méditerranéen et jusqu'à l'intérieur du territoire, jusqu'à Djelfa, jusqu'à Houita vers la Guat. Et sa descendance, ce qu'on appelle les Meshtaouides, qui viennent des Meshta Afalou, mais qui sont beaucoup plus graciles et qui sont beaucoup plus récents, donc ils sont néolithiques. On va les découvrir jusqu'au Mali, jusqu'à la boucle du Niger. Donc, si vous voulez qu'on parle de ces Meshtaouides, on les retrouve pratiquement sur tout l'espace nord-africain depuis la boucle du Niger, depuis Tombouctou. Et c'est quoi les caractéristiques des Meshtaouis, professeur Amara? C'est nous, c'est des Sapiens, c'est des Maghrébins. Si on fait notre ADN, si on fait notre ADN ici, ceux qui sont derrière la vitre et nous-mêmes, on va retrouver qu'on a quelques gènes qui remontent à cet homme. Et alors, c'était quoi leur spécificité, ces Meshtaouis? Ces Meshtaouis, ils n'ont pas de grande D'où viennent-ils Ils sont nord-africains. Ils viennent ils sont venus de cette terre. Et ils viennent de cet homme qui s'est sapianisé il y a quelques milliers d'années et qui va commencer à constituer, à former autour de lui sa culture, son espace, etc., et qui voit par la suite arriver un autre homme que nous allons appeler le proto-méditerranéen, donc l'homme premier de la Méditerranée, qui nous vient de l'Est. Cette théorie aujourd'hui se discute. Et puis, en glissant vers le sud, ces populations du Nord, ces deux morphotypes, le Meshtaouide et le proto-méditerranéen, qui vont glisser vers le sud pour arriver jusque dans le Sahara central, à Hassil Abyad, au Mali, et au Niger, en Mauritanie, au Sahara occidental, en Libye, jusqu'en Égypte. Donc ces populations-là vont se mélanger avec des populations africaines. Et ça va donner des types, un métissage, un mélange, et ce mélange, le Sahara central serait le chaudron dans lequel tout s'est mélangé, et va nous donner le type nord-africain. D'accord. Et on apprend quelque chose sur leur mode de vie, les Meshtaouis Les Meshtaouides, c'était des chasseurs-pêcheurs, des chasseurs-cueilleurs. Il y a 14, 15, 20 000 ans, les Meshta Afalou, c'était des chasseurs-cueilleurs. Les Meshtaouides vont s'engager dans cette révolution néolithique en changeant leur comportement, en devenant des pasteurs, des producteurs. Ils vont écraser des graines pour faire des bouillies, ils vont domestiquer la plante, ils vont domestiquer les avaient animaux. Les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes pratiques agricoles actuelles, ni le système d'irrigation, ça a dû changer. C'est les fondateurs. C'est les fondateurs. Ça veut dire, en un mot, ce que nous sommes, ce que nous consommons aujourd'hui, notre façon de vivre aujourd'hui, notre façon de réfléchir aujourd'hui, c'est un héritage de ces hommes-là. On n'a rien inventé depuis le blé, depuis qu'on a domestiqué. On n'a rien inventé par rapport au lait, depuis l'exploitation de la vache, de la chèvre, de la brebis, pour faire du petit lait, faire des fromages, etc. Donc, je peux parler comme ça sans arrêt pour vous dire qu'on vit sur un héritage du passé. Et cet héritage du passé, c'est notre culture, notre identité. Et fondamentalement, il faudrait que la jeunesse d'aujourd'hui
l'interprète, elle l'intègre dans sa culture quotidienne, bien sûr, pour se dire que nous sommes quelque part le prolongement de ces populations qui étaient fondatrices du berceau de l'humanité, du berceau de l'humanité ou de cette culture africaine. Voilà. Parce que nous sommes, qu'on le veuille ou non, quelque part enracinés sur ce continent. Parce que nous sommes fondamentalement africains. Même si quelque part, il y a quelques-uns qui sont venus pour dernièrement, depuis l'Est ou depuis le Nord. Oui. Mais on a mis du temps parce que souvent on était non, moi je suis pas africain. Nous fait sommes de cette carte. Voilà. Ça veut dire je suis africain. Tiens, j'aimerais bien. On devient africain. Est d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas né ici, mais le fait de vivre sur ce continent, on est africain. D'ailleurs, le mot Afrique est un mot local. Bah oui. Les premiers textes écrits parlent des Africains à l'époque romaine, par exemple. Le terme berbère, c'est une invention moderne. Ok, on en apprend des choses. Pourquoi vous avez appelé les filles l'événement Fenvision? Alors, qui veut s'y coller en premier, Anna ou bien Inès? Ça a été un des noms qu'on a, au début de Culture Antique, on s'était dit que ce nom-là, on y avait pensé. Dès qu'on l'a eu, on s'était dit qu'on allait faire quelque chose avec. Oui. Et quand l'idée est venue de se lancer dans l'organisation de l'événement, c'était un peu une évidence de le faire. Et ça se corrèle avec le thème de notre exposition parce qu'il n'y a pas de thème précis. Donc le thème, et ce qu'on a dit aux artistes pour la candidature, on veut la vision d'un Algérien ou d'une Algérienne, pas vision sur le monde qui l'entoure. Oui. Il n'y avait pas de contrainte de se limiter à quoi que ce soit, je dirais. Voilà, exactement. C'est comme ils voient l'état du monde. Exactement. Il y a des photos d'un peu partout dans le monde, d'un peu partout en Algérie aussi. Oui. Il y a des photographes et des réalisateurs d'un peu partout en Algérie et du monde aussi. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et on pense aussi que c'est nécessaire de montrer que les Algériens, les artistes algériens sont partout, font de tout. Et où qu'ils soient. Voilà, ils peuvent être rattachés à leur pays. Bien sûr, leur algérianité. Voilà, leurs algérianités, mais ce n'est pas tout ce qu'ils sont, quoi. Non, mais je suis assez d'accord, c'est ce qu'on se disait à chaque fois avec Anna, justement, que c'est leur identité, mais ça ne les résume pas. Et nous, ce qu'on voulait montrer, justement, et c'est ce que vous allez voir si vous venez à l'événement, qu'ils ont des visions complètement différentes. Leur seul point commun, c'est leur art, donc ils sont photographes, mais les photos sont tellement différentes et elles peuvent plaire à un public commun parce que en regardant ces photos-là, on rentre un peu dans leur monde, on montre un peu justement dans leur vision, dans leurs yeux. Et c'est un peu aussi l'idée de l'affiche qu'on avait fait ou que vous pouvez trouver sur Instagram, justement. Où on a décidé de mettre un œil dans une étoile pour justement montrer un peu cette vision-là qui est sublimée par l'artiste, de comment il voit le monde, de comment il le retranscrit ensuite par son art, que ce soit en vidéo ou en photo. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'expo photo, vous avez parlé aussi de films, des courts-métrages. Y a-t-il aussi autre chose au programme? Oui. Les filles, allez-y. Anaya Bouzdera ou Siakam, qui va s'y coller? Alors déjà, j'aimerais juste te dire que c'est un événement bénévole, donc toutes les personnes qui ont participé à l'organisation l'ont fait bénévolement. Et l'accès est gratuit, j'imagine. Oui, l'accès c'est important de le préciser. Petite précision, pour les courts-métrages, il vous suffit de vous inscrire sur le lien Google. Donc c'est un questionnaire juste pour s'inscrire pour la projection, mais c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Et du coup, toutes les personnes à qui on a parlé du projet pour nous aider ou quoi que ce soit, on a reçu beaucoup de soutien et on tient vraiment à les remercier. Donc il y a El Madarab qui est un hub artistique de musiciens algériens. Ça se passera là-bas dans leur espace oui, il y a des surprises. Oui, mais en tout cas, ils sont très talentueux, ils n'ont pas hésité. Il y a Debza Film qui est un de nos partenaires, on va dire, officiels. Oui. Et il y aura aussi un coin café. Donc on voulait pas que ça soit qu'un lieu de passage, on voulait qu'il y ait de l'échange, que ça soit entre les artistes, le public ou entre le public entre eux, pour apprendre à se connaître. Du coup, il y a le café algérois, c'est Qahoua Coffee, qui a bien accepté de faire un stand. Donc on les remercie beaucoup. Gratuitement, je veux dire, vous leur proposez l'espace et eux ils ramènent. Oui, voilà. Ok. Et voilà. Et c'est un bon montage, c'est bien. Il y a aussi il y aura des
prints, du coup des imprimés, ça c'est des cartes postales, des autocollants, tout est gratuit. Donc pour que chacun puisse partir avec un petit bout de nous et des artistes. Alors est-ce que cet événement pour vous, le premier pour Culture Antique, est-ce que c'est un prolongement de dire allez on va s'essayer à organiser des événements, ou est-ce que alors les filles alors ça tombe bien parce que justement parmi les prints c'est l'idée d'Anna derrière où on a fait des petites cartes de fidélité qu'on va tamponner à l'entrée, où c'est un peu pour faire passer ce message là, de dire que c'est que le début. Donc on a pour projet justement de faire voyager cet événement, de l'améliorer, de le faire voir surtout à d'autres arts, parce qu'aujourd'hui on s'attaquait à l'art audiovisuel, mais c'est pas du tout... Est-ce que l'art plastique n'est pas présent? À cet événement non, mais ce sera pour les prochains, parce que c'est vrai que niveau place on voulait quand même pouvoir donner beaucoup d'espace aux artistes, et donc c'est par thématique d'art entre guillemets, dans le sens ça veut dire il y a une projection, après ça il y a aussi il y aurait un autre événement, c'est ça, vous préparez c'est ça, avec d'autres types, c'est ça, on espère. C'est courageuse, bravo, avec d'autres types d'art, parce que justement encore on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, aussi de peintres qui auraient aimé participer à cette édition là, et on le fait totalement pour eux, donc nous vraiment c'est quelque chose qu'on fait pour les artistes, pour leur donner un peu un espace d'échange, de partage, qu'ils puissent se rencontrer, discuter, et l'espace s'y prête, assez grand pour pouvoir accrocher, voir... Oui, totalement, entièrement. Et sous quel format les vidéos, les courts-métrages seront vus, les filles? Dans une salle de projection, il y a une salle de projection, donc on accueillera les personnes qui sont inscrites sur le formulaire. Il y a la programmation aussi de chaque court-métrage qui est postée sur Instagram, et voilà, donc il y aura aussi une discussion par la suite avec le réalisateur ou les équipes donc du film. C'est très important pour échanger. Exactement. C'est très bien. Vous allez nous donner à la fin de l'émission l'adresse et comment on peut venir. Professeur Amara, est-ce que vous pouvez nous parler de ce laboratoire national qui a pour mission de travailler sur l'archéologie et le paléo-environnement de l'Afrique du Nord? Donc vous êtes avec vos collègues, vous avez eu une réunion dernièrement. Oui, ça continue le travail, la recherche avance. À pas de tortue. Oui. Vous avez parlé de bijoux de tortue, alors vous m'avez dit, vous n'avez pas à partager. En parlant des tortues tout à l'heure, c'est que dans les fouilles, on découvre beaucoup de restes de tortues. L'homme a consommé soit la tortue terrestre, soit la tortue d'eau, qui vit dans l'eau. Mais il vit dans l'eau et à l'extérieur aussi. Et parfois carnivore. Donc l'homme a utilisé le plastron des tortues. C'est quelle partie? C'est le ventre. Ah, je pensais que c'était la coquille pour moi. La coquille est aussi utilisée. Mais il utilise le plastron, donc le ventre de la tortue, pour faire des bijoux. Donc il y a dans une grotte qui se trouve, je ne sais pas si c'est du côté de Débessa ou du côté de Betna, et que moi j'ai découvert dans le Sahara central, le plastron est utilisé comme pendentif. Donc il y a les sont comme ça, c'est les doubles, avec un trou, je ne sais pas si c'était en forme de boucle ou en forme de pendentif, etc. Donc il récupérait tout, rien ne se perdait. Rien ne se perdait, même tout se transforme. Même l'aiguillon de la perche du Nil, un gros poisson qui a sur sa nageoire une grande aiguille comme ça, un os, était utilisé comme aiguille en fait. Pour faire ce qu'il avait à faire dans sa vie de tous les jours. On a utilisé un mandibule d'un crocodile pour en faire une œuvre d'art, une forme de poisson. Il y a beaucoup de choses. Et vous-même, quand vous faites comme ça de la fouille, professeur Amara, avec votre équipe, alors vous allez à peu près combien, 5-6 personnes sur le terrain? Non, on est à peu près 15-16. Avec vos propres... enfin, je veux dire, vous avez le parc en général de... Il y a, pour le Sahara central, la grande grotte, formidable, c'est une cathédrale. C'est magnifique. Elle est connue du monde des voyagistes, les touristes connaissent ça. Le parc de la Hagar nous aide avec les moyens de locomotion, il met à notre disposition des véhicules 4x4, souvent un et parfois deux. J'utilise mon propre 4x4 aussi pour aller sur le terrain, parce qu'on est au milieu extrême, il faut emmener justement, bien sûr, sa nourriture, ses tentes, parce que vous dormez là-bas, vous dormez sur place. Oui, on vit en vase clos.
pendant 2 semaines. Combien de jours? 2 semaines de On ne recherche? dépasse pas les 20 jours, parce qu'au-delà de 20 jours, on est dans un autre état psychologique. D'accord. Donc il faut gérer Bien sûr, mais est-ce qu'on utilise... quels sont les moyens de recherche actuellement, professeur Amara, quand on est sur le terrain dans les fouilles? On utilise les moyens qui sont les nôtres, c'est pour ça qu'on a réfléchi à la mise en place de ce laboratoire oui. qui s'occupe de l'archéologie en général, donc depuis la préhistoire à 2 millions et quelques jusqu'à la période moderne, et pour qu'on puisse équiper ce laboratoire et pour que ce laboratoire puisse répondre à la demande des chercheurs qui sont à l'intérieur, qui font partie du laboratoire. Il y a 6 équipes. Oui. Donc, ça va des outils qu'on utilise au laboratoire, des loupes, des scanners, etc. Il y a plein de matériel très technique qu'on utilise, jusqu'aux appareils photo, jusqu'aux thiodolites, etc. Les outils pour fouiller, les petits sachets en plastique, etc. On utilise tout pour pouvoir mettre les échantillons, ce qu'on est en train d'arracher, hein, quand on fouille, on choisit, etc. On les met dans des sacs, ils sont numérotés, ils sont pesés, etc. Et on travaille aujourd'hui pas seulement sur ce qui est visible. On sait que l'homme a chassé, donc il a consommé l'animal. Sur l'os de l'animal, il a laissé des traces. Donc il faut une loupe pour observer s'il y a de la trace et comment c'est ce qu'on appelle les traces de boucherie, des cut marks. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse à son économie de subsistance. Comment il a vécu. Voilà. Oui. Mais on ne s'intéresse pas seulement à ce qui est visible ou ce qui est peu visible, mais avec la loupe on peut le voir. Mais on s'intéresse aussi à ce qui est invisible. On travaille sur des pollens. Les pollens peut nous reconstituer, peut nous aider à reconstituer le couvert végétal. Si je vous dis par exemple que dans le Sahara central, je travaille que sur le visible pour l'instant, mais on va travailler sur l'invisible. On a découvert des traces de noisetiers, des traces de vignes, des traces de micocouliers, des traces d'espèces fabacées, enfin les légumineuses. Légumineuses soit sous forme d'arbres, comme l'acacia, etc. C'est des légumineuses. Ou des petites légumineuses comme qui ressemblent aux haricots, qui ressemblent aux petits pois, etc. Donc, et on trouve aussi des traces de poissons, des traces de coquillages, la malacophone. Quand j'observe cette société de cette grotte de Tel el-Feza dans le Sahara central, j'ai en face de moi, même s'ils ne sont pas là, mais je vois sur le plan protéinique ce qu'ils avaient consommé, c'était une société équilibrée. Parce qu'ils mangeaient équilibré. C'est-à-dire ils mangeaient ce qu'il y a sur Terre, mais ce qu'il y a dans l'eau. Donc, au niveau de leur équilibre alimentaire, si je suis un nutritionniste, je peux dire que cette société-là avait un régime alimentaire beaucoup plus évolué que celui d'actuel, bien sûr. Shawarma, les pizzas, les machins, etc. Fast food, la mauvaise. Mais ça veut dire, vraiment, ça confirme ce que disaient certains analystes, que le Sahara était vert. Oui, de plus en plus, hein, les experts le disent. Ah, c'est formidable, le Sahara. Mais est-ce qu'il y a s'il y a un endroit où il n'y a pas de crise d'eau, c'est le Sahara. Il faut juste. Mais est-ce que le climat n'a pas détérioré quand vous faites des fouilles, professeur Amara? Dans quel état vous trouvez les... Nous, on travaille. Comment vous les préservez? On travaille sur plusieurs paramètres. On travaille pour comprendre comment le climat a évolué. On travaille sur l'impact du climat sur l'élément actuel. Malheureusement, on ne peut rien sur l'impact de l'érosion, etc. La destruction, on ne peut pas l'arrêter. On est depuis 3000 ans que le désert, que l'aride, le cycle aride, le désert existait bien avant. Mais le cycle aride s'est installé, l'aride extrême, l'actuel, qui a donné naissance aux dunes actuelles, etc., et remonte à 3000 ans. Mais avant 3000 ans, il y avait déjà le désert. Mais c'est des cycles. Si on fait un peu de géologie ou un peu de géomorphologie, c'est des cycles. La planète a connu des cycles climatiques. Et là, on est dans quel cycle climatique au Sahara? On est dans un cycle de réchauffement climatique. On le sent, mais qui remonte il y a 10 000 ans. 11 700, si vous voulez. Mais est-ce que quand vous faites une fouille, donc vous prenez ce qui intéresse la recherche? Oui, il y a tout un protocole. Voilà, est-ce qu'on peut savoir, vous balisez l'espace? Oui. Pour que vous allez revenir, j'imagine, pour dire que dans tel endroit... Moi, contrairement à toutes les fouilles qui ont été menées dans le Sahara,
On vient, on fait une tranchée pendant 2 saisons, 3 saisons, puis on ne revient plus. Oui. Moi, j'essaie de travailler autrement. J'essaie de travailler dans le temps. Comme il y a des étudiants qu'il faut former, je travaille à l'horizontale et j'essaie de comprendre et de comprendre comment l'homme se déplacer sur cet espace-là que je suis en train de découvrir. Là, c'est son foyer. Là, il a épluché des choses. Là, il a consommé des choses. Là, je trouve des traces d'oiseaux. Là, des traces de poissons, etc., etc. Donc, je retrace son activité au quotidien. C'est pour ça que la fouille prend du temps et qu'on avance au millimètre. Après, ma question, c'est en dehors du bob que vous mettez, mais à quelle heure vous travaillez? Parce que c'est quand même difficile. Comme on est dans un une climat grotte, aride. Hein. Comme on est dans là, dans une grotte, ça va. Mais si vous êtes climatisé. Climatisé, il fait tellement bon. C'est une grotte à double ouverture. Il y a une grande ouverture sur le sud qui atteint les 20 mètres, avec une hauteur de 25 mètres, quelque chose comme ça. Une profondeur de 50 mètres avec un petit couloir qui se termine par une petite ouverture d'1 mètre. Donc il y a un vent qui circule en permanence. On est rafraîchi en permanence. Mais si on sort de la grotte, il fait très très chaud, on est à 30, 35, 40 degrés, donc on préfère rester dans la grotte. Et on avance au petit millimètre. Et la dernière fois, en fouillant, l'un des étudiants, l'un des fouilleurs a découvert une bague faite en pierre. C'est une exception. Vous l'avez gardée, elle, on pourra la elle voir? est dans la collection. La collection est au Bardo, au musée Bardo, où je vais donner une conférence d'ailleurs. D'accord, ils ne sont pas encore pas exposés, on va pas la voir. C'est pas exposé, c'est pas encore c'est dans vos fonds, au niveau du Bardo. Voilà. Moi j'ai hâte de voir cette bague-là. On a des perles faites à partir des tests d'œufs d'autruche, il y a beaucoup de choses. Quand est-ce qu'on ferait Indiana Jones du côté du sud? On devrait le faire. Moi j'invite, je ne suis pas quelqu'un de fermé. J'ai fait un petit film de 5 minutes, peut-être un 26 minutes va sortir, sur comment on fait les fouilles, etc. Il y a, avec un autre collègue, on a fait un grand film de 55 minutes avec Bouzid de la chaîne Canal Algérie. Oui, Bouzid Boutroussine, qu'on salue. Le plateau de Delftsen. C'est un documentaire qu'on trouve sur Internet, etc. Vous êtes Badia, vous êtes la bienvenue. Merci, vous êtes gentil. Merci, ben voilà, on va aller. Monsieur le réalisateur aussi serait très intéressé. Alors, les filles, parlez-nous du lieu, pour ceux qui ne connaissent pas Alger. Alors, ça se passera du côté de boulevard Mohamed El Khamis, boulevard Mohamed 5. Alors, est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur l'adresse? Et puis, est-ce que vous limitez ou là, comment ça va se passer? C'est ouvert au public, mais il y a quand même... Alors, comme l'a dit Inès, ça sera au 2 boulevard Mohamed 5, au 5e étage. Donc, ça sera gratuit. L'entrée est gratuite pour les projections. Non, pardon, excusez-moi, pour les expositions. Pour les projections, c'est gratuit. Mais il faudra juste s'inscrire sur le lien qui est dans notre bio Instagram. D'accord, donc pour venir, il faut s'inscrire. Pour assister aux projections. Rappeler l'adresse. Samedi après-midi, oui, voilà, c'est tout. D'accord. Au 2 boulevard Mohamed 5. 5e étage. 5e étage. Après cet événement, c'est quoi vos projets, mesdames? Alors, en dehors de alors c'est qui va s'y coller? C'est Inès Issakhem. On continue. Il y a plus. Je pense que vous vous occupez pas assez de la page. Alors c'est vrai que culture antique, voilà. Alors vous étiez pris sur l'événement. Prenait beaucoup de temps, donc c'est vrai qu'on a fait moins de posts ces derniers temps. Vous n'êtes pas dans l'actualité, j'imagine, le principe, non? Alors on essaie d'être au maximum dans l'actualité, mais on n'est que deux, donc on est partout en même temps. On essaie de faire de notre mieux en tout cas pour faire des posts qui intéressent. Par exemple, en termes d'actualité, on avait parlé des chroniques des années de Braise qui avaient été restaurées et projetées au Festival de Cannes. Donc on essaie un peu quand même d'être dans les temps. Et voilà, donc on va continuer quand même nos posts. Comme je vous l'avais dit, on a des événements aussi qui vont arriver. Donc il y a Fan Vision. Fan Vision, c'est ça, qui sera vendredi et samedi au 2 boulevard Mohamed 5. Et par la suite, il y aura d'autres événements sur lesquels on va travailler, faire d'autres posts. Et puis il y a certains projets secrets que vous allez découvrir. D'accord. Professeur Amara, est-ce que la prochaine sortie, ça sera de quel côté? Est-ce qu'en été, vous travaillez? Vous faites le terrain? En été, il fait très très chaud. Oui, surtout, on n'est pas les seuls occupants de ce territoire. Il y a les vipères, donc il faut faire attention avec les vipères à cornes, les scorpions, etc. Donc il fait très très chaud. Donc à quel moment c'est la bonne période? La prochaine mission, ce serait peut-être en septembre, et l'autre, ce sera en décembre. En décembre, ce sera dans le Sahara central.
où je continue à faire cette fouille, où je continue à former des étudiants qui m'accompagnent. Vous avez les étudiants qui vous accompagnent, ils sont en dernière année ou c'est non, c'est troisième année licence. Et ça les intéresse, ils aiment faire le terrain? Oui, oui. On ne peut pas partir très nombreux. Parce qu'il faut des moyens de locomotion, etc. Techniquement, c'est très difficile de rassembler une grande foule. Après, il faut gérer. C'est très difficile. Et c'est pour ça, je disais qu'on a créé ce laboratoire avec mes collègues de l'université pour mettre en place tout un programme de recherche et avec des collègues aussi qui vont être associés comme Djilal Hajouis, comme Ilham Ben Taleb. On a besoin de ces compétences parce que Djilal Hajouis, c'est celui qui peut vous déterminer n'importe quelle espèce animale, s'il est domestique ou pas, et qui peut déterminer n'importe quelle espèce humaine aussi, si c'est sapiens ou si c'est plus ancien, etc. Et Ilham Ben Taleb, c'est une dame qui travaille sur les isotopes, donc qui peut nous donner comment était l'environnement, comment était l'écologie de l'époque, et qui peut nous renseigner sur l'écologie actuelle. Oui, avec les nouvelles techniques mises au point par les grands laboratoires, avec lesquels nous allons collaborer, bien sûr. Et à chaque la recherche n'a pas de frontières. Voilà, et la recherche n'a pas de frontières, et il y a publication, j'imagine, à chaque fois. Il y a publication, il y a une revue qui est en stand-by pour l'instant, dont le président du comité scientifique, c'est Djilal Hajouis, et le directeur, c'est moi-même, et avec tous les collègues aussi qui font partie du comité de rédaction, etc. Et nous allons relancer c'est une revue digitale. C'est très bien. Ça coûte très cher de fabriquer. Bien et puis, elle est internationale, parce que le comité scientifique, elle est international, et le comité éditorial est international. Votre prochaine conférence, c'est pour quand, professeur il faut que je vois avec le directeur du musée de Bordeaux. C'est lui qui décide. Monsieur Harishen, ça va se faire le 23, le 24 D'accord. C'est intitulé? Ce sera autour du bélier, autour de l'espèce Ovis aeres. Voilà. Ça vous parle, les filles, là? J'ai choisi ce sujet parce que ce mouton ou ce bélier est apparu domestiqué depuis Béchar jusqu'à Djebel Ouslati en Tunisie. D'accord, donc on va avoir, les origines de ce bélier. Donc la domestication. Voilà, en tout cas, si vous avez envie de retrouver le professeur Amara, préhistorien, il donnera une conférence autour du 26 juin au niveau du musée du Bardo. N'hésitez pas à faire un tour, c'est très intéressant. Je vous remercie vraiment d'être venu. C'est vrai que c'était court, mais j'espère que vous reviendrez pour une autre fois et pour plus encore longtemps raconter. Merci à Inès Issiachem, merci à Anna Bouzdera. Eh bien, bonne chance pour votre premier événement, Fen Vision. C'est l'heure de se dire au revoir pour cette saison. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures radiophoniques. Merci à mon acolyte de travail, Mohamed Toualbi. Badi Ahded vous salue et vous donne rendez-vous donc jeudi, vendredi, 11h midi sur les ondes d'Alger Chaîne 3. D'ici là, prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Yemnash.